ils ont décidé de l'intituler le Coran européen. Comment l'Europe a fait connaissance du Coran, du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. L'islamophobie progresse en Europe et dans le monde. C'était un jeu politique, je crois. Qu'est-ce qui t'a amené à t'occuper de ces questions d'islam, de Coran? L'islam, c'était toujours, ça faisait toujours partie de l'Europe. Tu dis problématique, c'est problématique ou provocateur? Les chrétiens, ils ont toujours, souvent essayé de convertir les musulmans. Ils ont traduit le Coran pour mieux comprendre le Coran, pour mieux convertir les musulmans. Le Coran aussi jouait un rôle important pendant la Réformation protestante. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir. Au jour d'aujourd'hui, là où l'islamophobie progresse en Europe et dans le monde, mais plus particulièrement en Europe, je suis ravi de pouvoir accueillir, que l'ICESCO puisse accueillir un projet qui sort des normes, un projet européen qui a comme nom, ils ont décidé de l'intituler le Coran européen. Le Coran européen, c'est un projet européen soutenu par l'Union européenne, fortement soutenu par l'Union européenne et par la Commission européenne plus particulièrement, et qui a été initié par 4 universités européennes, l'Université de Madrid, une université en France à Nantes, une université en Italie, Naples, et une université au Danemark, celle de Copenhague. Et pourquoi je vous parle de ce projet, qui est un projet de recherche, un projet académique, c'est parce qu'on a le plaisir et l'honneur d'accueillir un des chercheurs qui a initié ce projet, qui a mené ce projet, qui verra, on va en parler, qui verra prochainement sa phase initiale s'achever, ça sera en 2026 si je ne me trompe pas. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir M. Jan Loop, qui est un professeur, docteur, historien, qui a travaillé pendant toutes ces années sur ce sujet, le Coran européen, qui est venu à Rabat, au siège de l'ICESCO, et qui va continuer dans les jours prochains, à présenter ce projet, présenter sa démarche, la démarche, ça n'est pas que la sienne, comme je le précisais, celle de plusieurs universités communes, et leur projet dans cette dimension qui est assez, on dirait, assez iconoclaste. Donc, voilà. Bienvenue Yann, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. On se tutoie dans la vie, donc on va continuer pour être plus tranquille, plus naturel. Et je vais commencer par une première question. Tu viens déjà de le faire lors d'une conférence ici à l'ICESCO, mais est-ce que tu pourrais présenter ce projet en quelques mots, si c'est possible, et surtout présenter ses réalisations? Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici, Frédéric, pour l'invitation et pour être ici pour discuter du projet. Oui, c'est un projet qui a pour but, comme objectif, qu'on étudie comment l'Europe a fait connaissance du Coran, du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Donc on étudie comment des manuscrits sont venus à l'Europe. L'Europe chrétienne, je dois dire. On ne parle pas du empire ottoman, mais c'est vraiment l'Europe chrétienne. Comme les manuscrits sont venus des traductions qu'on a fait ici, la tradition des traductions, comment les traductions ont changé au cours des siècles, comment le Coran a été utilisé par des théologiens, par des écrivains, des scolaires, dans des différents contextes, des différents pays,
Dans les pays protestants ou dans le monde catholique, c'est très important pour nous. Donc, il y a une grande différence entre les... donc, le Coran aussi joue un rôle important pendant la Réformation protestante. C'est quelque chose que je suis très intéressé. D'accord, ça, c'était un projet de 6 ans. On arrive à la fin maintenant, comme tu as dit, l'année prochaine. Et c'était nous quatre leaders du projet. Et après, on a une grande équipe des doctorants, des collaborateurs, des chercheurs qui ont travaillé sur différents projets individuels, mais qui ont formé, je crois, un projet intéressant et qui ont trouvé des résultats impressionnants. On a une série des livres qu'on a déjà publiés, 11 ou 12 monographes ou livres sur différents aspects de ce sujet. Et après, on a organisé des expositions partout, à Vienne, en Autriche, après à Nantes, et en Tunisie, à la Bibliothèque nationale de Tunis, à Istanbul et à Grenade en Espagne. Donc, ça, c'était on a essayé de aussi montrer les résultats de votre recherche à une plus grande audience, des gens qui par normalement lisent des journaux académiques. Donc, c'est ça, oui. Et comment les réactions du monde non académique, par exemple, j'ai cru lire, on en a déjà parlé, qu'il y a eu des réactions sur certains aspects politiques, journalistiques assez virulents assez violents même, par rapport à ce projet. Est-ce que tu peux donner quelques indications de ce qui s'est passé, d'où ça venait? Oui. Ouais, d'où ça venait, oui, c'est vraiment, je crois que c'était un problème politique national en France. C'était plutôt en France. On a eu, ça a commencé en avril dans cette année. On a eu des réactions au début du projet quand la Commission européenne nous a donné l'argent pour ce projet. On a eu des articles sur l'Internet, mais on peut aussi voir comment les réseaux ou la situation politique a changé pendant les 6 ans. Hein. Je crois que ça, vraiment, ça avait une autre dimension maintenant. Donc, ça a commencé en avril. Il y avait un livre, un journal en France qui a publié un article très provocant sur votre projet, qui a dit que c'est un projet qui veut falsifier l'histoire, parce que donc on parle dans votre projet, on parle du Coran, comment le Coran ou l'islam a influencé la culture européenne, l'histoire européenne, les politiques européennes. Et ça, c'était quelque chose, je crois que pour l'extrême droite, était quelque chose d'inacceptable. L'idée que la tradition ou que l'histoire européenne peut être influencée de l'islam, ou que l'islam a joué, ou le Coran a joué un rôle dans l'histoire européenne. Mais votre recherche montre que joue un rôle super important. Pendant des années, pendant des siècles, du Moyen-Âge jusqu'au présent. Pas seulement en Espagne, où on avait un empire islamique, ou au Balkan, où l'empire ottoman était pendant des siècles, mais aussi en Europe centrale, pendant la Réformation, par exemple. Donc, Martin Luther, il voulait qu'on fasse une traduction nouvelle du Coran, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que c'est l'islam. Et après, il était responsable pour l'édition d'une traduction au XVIe siècle qui était lue partout en Europe et qui avait une influence très, 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 très forte.
pas seulement positif, naturellement, aussi comme avec des réactions critiques, normalement. Mais aussi, on a l'influence dans la littérature, poésie, la religion, politique. Donc, mais je crois que c'était un jeu politique, je crois. C'était quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils peuvent utiliser comme un exemple, comment la Commission européenne paye l'argent sur des projets qu'ils pensent qui sont pas nécessaires ou qui montrent quelque chose qu'il veut pas voir. Mais je crois que scientifiquement parlé, c'est clair. L'islam, ça faisait toujours partie de l'Europe. Ouais. On vient de parler des réactions de l'extrême droite européenne. Et comment a été accueilli le projet par les musulmans vivant en Europe? Est-ce que tu as une vision de cet accueil? Oui, moi je pense que tous les collègues, donc on a aussi dans notre équipe des chercheurs musulmanes. J'ai travaillé très proche avec Naïma Afif qui m'a aidé avec Léo, qui a vraiment organisé une exposition à Vienne. Donc c'était une groupe très très mixte. On a des différents backgrounds. Donc c'était différents chercheurs là qu'on a parlé. Mais on s'est parlé avec des musulmans qui sont venus à votre exposition, je crois, qui étaient super intéressés à voir qu'il y a une histoire islamique en Europe, que ça n'a pas commencé il y a 20 ans que les musulmans sont venus, mais que le Coran a une histoire en Europe. Et je crois que ils ont estimé que nous faisons ce sort de travail. Naturellement, le titre, le Coran européen, était peut-être un peu problématique. Mais je crois que nous pouvons expliquer ce qu'on pensait, c'est pourquoi on a pris la décision de prendre d'utiliser ce titre. On peut peut-être parler de ça, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que tu dis problématique, c'est problématique ou provocateur? Bon, on ne voulait pas être provocateur, je crois. Non, c'était pas la provocation, non, parce que nous avons pensé que ça vraiment, le Coran européen décrit, très courtement décrit ce que nous voulons montrer. Et moi, normalement, je prends l'image de la première traduction latin du Coran, qui était fait au XIIe siècle à Toledo, en Espagne. Et donc, c'était pas la première, mais c'était une traduction qui était connue et qui était copiée avec des manuscrits, qui étaient lus. Et après, c'était imprimé au XVe siècle. Cette traduction a été imprimée. Et après, cette traduction latine médiévale était traduite en italien, et après de l'italien en allemand, et après de l'allemand en néerlandais. Et donc, si quelqu'un à Amsterdam, au XVIIe siècle, voulait lire le Coran, elle ou il, lui, lisait une traduction néerlandaise, une traduction allemande, une traduction italienne, d'une traduction médiévale latin. Donc, à la fin, c'était un texte, pas totalement, mais différent. Ce n'était pas le Coran. Donc, nous disons c'était l'Alcoran, hein, parce que ça, normalement, c'est les titres qu'ils ont donnés sur les traductions latines, l'Alcoran. Ce n'est pas le même texte comme on l'a lu à Bagdad ou à Cairo à la même temps. C'était un genre soi-même. Normalement, ils sont imprimés avec des paratextes très polémiques. Les traductions, ils sont formées par les idéologies chrétiennes.
chrétienne. Donc c'est un genre qui est différent. Et là, on voulait étudier ce que se passe avec le Coran quand il devient européen, quand il arrive ici. J'ai une question, je suis quelqu'un de très pragmatique, et donc pour un non-initié comme je le suis, concrètement, pendant 6 ans, tu as fait quoi? Tu as travaillé au niveau des archives, tu es allé chercher des livres anciens. Franchement, je parle comme un béotien, mais essaye, si tu peux nous concrétiser la réalité Ouais. du travail. Ouais. Nous sommes des historiens, nous travaillons avec moi, toute l'équipe travaille avec des manuscrits, avec des sources archivales, aussi avec des traductions qui sont imprimées naturellement. Mais on a, par exemple, pendant votre travail dans les archives, on a trouvé des nouvelles traductions qu'on ne connaissait pas. Ou on a trouvé, moi, j'ai trouvé une traduction à Copenhague que je savais que ça existait, mais on a pensé que c'était perdu. On l'a trouvé maintenant. Donc, c'était au début du XVIIIe siècle. C'était un évêque de Ribe. Donc, on a trouvé cette traduction latine de cet évêque. Et après, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi ce mec en Danemark, au début du XVIIIe siècle, un évêque à Ribe, a-t-il traduit le Coran? Comment a-t-il appris l'arabe? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pour reconstruire, pourquoi les fait? Est-ce qu'il y a des autres gens qui l'ont lu, ce Coran? Ou pas? Et pour faire, pour trouver pour trouver cette histoire, il faut encore chercher des autres sources, des lettres, voir qu'on peut reconstruire le contexte scolaire, théologique de ce personne. Un autre exemple, on a trouvé à Danzig, donc c'est vraiment, on trouve des choses partout. On a trouvé un manuscrit arabique, un original manuscrit qui était emporté d'un scolaire arabisant français, Hubert, qui a enseigné l'arabe au Collège de France, et il venait du Maroc. Il a trouvé ce manuscrit au Maroc. Et après, il est rentré, il a essayé de traduire. On voit au Marchand, à côté du texte, à la marche du texte, il a essayé de traduire. Et après, on a sa main, ses écritures, mais aussi une autre écriture. Et on a voulu voir c'est qui l'a aidé. On a vu que c'était un arabe parce qu'il y a des notes arabes en arabe. Et après, on a réalisé qu'il a travaillé, qu'il a essayé de traduire le texte avec un diplôme qui venait de Tunisie, qui était en Europe. Ils ont travaillé ensemble sur ce manuscrit. Donc, on pourrait reconstruire cette collaboration entre un ambassadeur tunisien au XVIIe siècle qui travaillait avec un professeur d'arabe sur une traduction du Coran. On a travaillé beaucoup dans les archives, on a trouvé assez beaucoup des nouveaux traces. Et tu évoquais le fait que l'année prochaine, le projet s'achèvera dans cette phase puisque le financement de la Commission européenne se termine. Est-ce qu'il y a en perspective des suites que vous avez posées, soit vous, le consortium, soit toi avec ton université? Et juste, est-ce que dans les suites possibles, des coopérations, par exemple, avec des universités ou centres de recherche dans les pays musulmans, ça aurait un intérêt par rapport au projet? Pour nous, ça sera fantastique et c'est aussi quelque chose que j'ai essayé à trouver des collaborateurs
aussi du financement du monde arabe ou islamique. J'ai des prochains liens avec l'Université de New York à Abu Dhabi. Quand j'ai travaillé pendant tous les années, ils ont été une partie de notre projet. Et on essaye de continuer le travail qu'on a fait parce que naturellement, c'est pas la fin. On a juste commencé à trouver. On pourrait aussi élargir le scope un peu. On pourrait aussi voir ce que se passait à l'Andalous ou en Empire ottoman. Mais pour nous, personnellement, notre équipe, donc il y a deux de nos collègues qui vont en retraite maintenant. Mais je suis en train avec Roberto Tottoli de Naples, on est en train d'organiser une autre exposition. On parle avec Doha, Qatar, c'est possible qu'on pourra faire une exposition. Je crois que les expositions, c'était un moyen super intéressant pour montrer ce qu'on a fait, pour le présenter d'une manière que tout le monde peut comprendre qu'est-ce que se passe et pour comprendre que c'est vraiment une histoire très, très, très riche. Donc, pour nous, ça sera fantastique si on pourrait continuer, mais c'est toujours, naturellement, c'est toujours la question de trouver des financements. Le ERC, the European Research Council, normalement, ils n'ont pas donc ils font des projets et après les projets sont finis, c'est pas une continuation, on n'a pas les instruments pour continuer des projets comme ça. Il faut trouver des autres avenues. Ressources. Des autres ressources, oui. Je pensais à une chose, parce que c'est un peu malheureusement à la mode, Clinton, avec son choc des civilisations, revient à une certaine mode. Est-ce que tu dirais que votre projet démontre scientifiquement qu'il n'y a pas de choc entre les civilisations, il y a plutôt convergence, il y a plutôt réunion s'il y a des civilisations, mais il n'y a pas de choc. Est-ce que vous êtes une antithèse? Oui, non, moi, non, je pense pas qu'il y a un choc. Et c'est notre manière de penser ou ou ce que nous pensons que nous pouvons voir, c'est que naturellement, c'est une histoire de guerre, des polémiques. C'est pas toujours une histoire de dialogue. Mais nous pensons un peu plus de notre côté. C'est aussi les conflits qui ont une influence. Hein. C'est les conflits qui sont... Donc, aussi l'identité européenne ou l'identité chrétienne, c'est établir comme une co-production, une collaboration ou dans les crises ou dans les conflits, c'est quand même une influence de tous les partis. Tu vois ce que... Donc moi, je lis cette histoire et ces sources comme comment les différents acteurs religieux, les différentes religions ont-ils existé, influencé, travaillé ensemble, mais ce n'est pas juste dans un sens positif, mais aussi dans un sens négatif, mais c'est quand même une coproduction. Mais les chocs, donc il y a, naturellement, la guerre, c'était toujours la guerre entre religions, mais aussi c'était une guerre entre les politiques où la religion était un instrument. Hein, et naturellement, les chrétiens, ils ont toujours souvent essayé de
convertir les musulmans. Ils ont traduit le Coran pour mieux comprendre le Coran, pour mieux convertir les musulmans. Hein. Ça, c'était une importante raison pour qu'on a fait des traductions, pour mieux comprendre, pour mieux réfuter, pour mieux convertir. Mais quand même, ça, pour avoir une meilleure traduction, on a commencé à étudier pour avoir une meilleure traduction, pour convertir avec plus de succès. On a produit des traductions plus objectives. Donc, cette paradoxe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, les traductions les plus objectives au fin du XVIIe siècle, c'était des traductions qui voulaient comprendre comment les musulmans comprennent le Coran. Ils ont utilisé les commentaires, les tafsirs pour voir comment les musulmans comprennent le Coran. Mais le but, l'objectif, était la mission, les conversions. Mais après, on avait une traduction du Coran qui était plus proche d'un Coran islamique. Un Coran européen qui était plus proche d'un Coran islamique. Et ça a aussi aidé de comprendre mieux la culture islamique ou les traditions islamiques. Donc, et c'était le début d'une approche plus sympathique. Donc ça, ce sont des contradictions, des paradoxes qui m'intéressent. On a parlé tout à l'heure de des réactions politiques par rapport au projet. On a parlé du fameux choc des civilisations. Toi, en tant que scientifique, est-ce que tu penses avoir un rôle dans le monde actuel? Est-ce que ton rôle est de juste apporter, mais apporter le fruit d'une recherche, ou est-ce que tu penses avoir un rôle sociétal plus profond, pour tenter d'orienter nos sociétés dans un sens meilleur que celui dans lequel on vit actuellement? Ça, c'est plus humain. Oui, naturel. Pour moi, c'est aussi... Donc, c'est un peu difficile parce que pour moi, la première chose, c'est naturellement, je vais faire la recherche qui est objective, c'est pas une idéologie que je veux pas parler d'un paradis où on a vécu ensemble. Donc, il y a des conflits, c'est clair. Il faut montrer les conflits. Mais je crois que c'est quelque chose... On a aussi essayer de faire comprendre comment les acteurs religieux ou les acteurs historiques, comment c'était passé, comment cette histoire s'est dépassée, comment c'est le développement, comment ça a changé. Et j'espère que par ce travail, on peut comprendre mieux ou trouver peut-être aussi des autres possibilités à discuter ensemble, à parler ensemble, à voir qu'on a des communautés, et même s'ils sont de temps en temps conflictueuses, mais quand même, on a toujours parlé ensemble contre un à l'autre, mais on a du contact. Et il y a toujours il n'y a pas juste les crises, il y a aussi des moments de tolérance, d'amitié et de collaboration. Et comme scolaire, comme professeur ou comme chercheur, je pense que la collaboration entre des mondes musulmans, l'Europe chrétienne, l'Europe chrétienne, non. L'Europe et les pays musulmans, et on peut collaborer et découvrir votre histoire commun, ce qu'on a du commun. Ouais.
Je pense qu'on arrive vers la fin, mais j'avais une question, sans rentrer dans ton intimité. Euh, je m'interrogeais, tu es suisse, alémanique, tu es aussi britannique, euh, entre autres, tu vis à Londres, tu enseignes à Copenhague. Et ma question est toute simple, qu'est-ce qui t'a amené à t'occuper de ces questions d'islam, de Coran, etc. J'aurais cru que tu aurais étudié, t'aurais fait des études autour de Calvin ou de Luther, etc. Pourquoi tu t'es intéressé à ces sujets? Le Maroc. C'est vrai, non, c'est Je vrai, t'écoute, non, je t'écoute. c'est vrai. Je te dis que c'était la première fois qu'on avait ces tickets interrail quand j'étais jeune. Et le Maroc faisait partie de ces tickets. Et quand j'avais 18 ans, je suis venu ici pour la première fois. Je pensais que c'est Depuis la Suisse. depuis la Suisse, oui, oui, on était en Espagne. Et après, je suis venu ici et j'ai pensé que c'est juste merveilleux. Cette pays, ces gens ici, c'était incroyable. Mais c'est vrai, je le dis pas pour que Non, vous non. connaissiez. C'est vraiment. Et après, je suis rentré et j'ai commencé à étudier l'arabe à l'université. Après, j'ai passé un temps en Syrie, en Damas. Mais je sais pas, j'ai pas continué malheureusement. Mais donc ça c'était toujours la culture arabe, le Maghreb, l'islam, c'était toujours quelque chose qui me fascinait, les religions. Donc j'ai étudié la Réformation protestante, Luther, Calvin, c'est quelque chose que. Mais j'ai vu qu'il y a un grand, que l'islam joue un rôle super important dans ces discussions, dans la Réformation protestante. On pourrait discuter pourquoi. C'était un problème politique aussi, parce que l'Empire ottoman était très, très menaçant et c'était quelque chose que, en Allemagne, ils ont toujours été peur qu'ils sont sur la roue ottomane l'année prochaine. Mais aussi comme un phénomène religieux, c'était intéressant pour les protestantes, les réformateurs, de comprendre qu'est-ce que c'est, comment c'est possible qu'on a une religion ici qui a si beaucoup de succès. Comme ça, donc là, il y a une grande convergence entre les disciplines qui m'intéressent, la réformation protestante en Europe et l'islam. Et l'intérêt des réformateurs dans le Coran, dans la culture islamique, oui. Pour en revenir au projet, le Coran européen, le projet que vous avez mené, quand on parlait des 4 universités, vous êtes 4 historiens ou il y a une complémentarité des disciplines? Oui, non, nous sommes des historiens, mais c'est une bourse synergique, Synergy Grant. Donc il y a différents bourses, je crois, de l'ERC, European Research Council. Donc c'était important de montrer que quand tu as une synergie entre les quatre partenaires. Mais nous sommes tous des historiens arabisants, mais on s'occupe des différents sujets, des différents temps, des différentes régions. Donc, ma collègue Mercedes Caserenal de Madrid, elle est une grande spécialiste de la culture mourisque. John Tolan de Nantes, il travaille sur le Moyen-Âge. Moi, je suis un peu plus moderne, la Réformation après, jusqu'au 19e siècle. Et Roberto Totoli de Naples, lui, il est un propre arabisant, donc il est un expert de... Donc, il s'occupe des manuscrits, de la qualité des manuscrits, quels manuscrits étaient utilisés pour faire les imprimants, oui, les impressions du Coran, oui. Donc c'est important, hein, quel manuscrit était utilisé pour produire ces impressions.
est-ce qu'il y a une rédaction spéciale qu'on a pris, ou est-ce que c'était par hasard, ou est-ce que c'était une décision donc lui, mais aussi des questions techniques, hein, comment ils ont produit comment on dit, les trucs pour imprimer, hein, les lettres. C'est un problème technical qui est vraiment intéressant. Et donc, on a des différentes spécialisations qui, dans un cas idéal, forment une synergie. Écoute, moi, je pense avoir été... Je suis au bout de mes questions. On pourrait parler pendant des heures. Oui. On va continuer d'ailleurs. Ce que je veux préciser, c'est un énorme encore merci, et surtout pour l'effort que tu as fait, parce que le français n'est pas ta première langue. Ah oui, ça c'est cool. Non, mais bravo, parce merci. Que franchement, la qualité de ton français est remarquable. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions en français, et merci pour la qualité du contenu que tu apportes. Moi, je découvre, à chaque fois qu'on parle ensemble, je découvre énormément de choses. Donc, merci encore. Frédéric. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Chers spectateurs, nous sommes à la fin de cet épisode de podcast Al-Kalima, qui était consacré à un chercheur universitaire de l'Université de Copenhague, qui a eu la gentillesse et qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre et de faire une conférence à l'ICESCO. Nous venons de passer presque 1 heure ensemble. J'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.